La géobiologie consiste à mettre les personnes dans une situation saine. Donc il y a un rôle préventif et il y a le fait d'évoluer dans un environnement sain. Ce que les animaux arrivent à détecter en se plaçant à certains endroits, des plantes arrivent à mieux croître dans certains endroits que dans d'autres, etc. Et pour nous, c'est pareil. Le Feng Shui, il amène un regard, à mon avis, très complémentaire, puisqu'en fait, c'est une discipline qui est très très ancienne, hein. Ça remonte à plus de 4000 ans. Et c'était l'observation que les Chinois faisaient de leur environnement extérieur, qui traite aussi d'énergie, et plus particulièrement de la circulation de l'énergie en toute chose. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview durant laquelle on va parler de géobiologie et de Feng Shui avec Serge Kerveillant qui a fait de ces deux pratiques son métier. Alors dans cet épisode, nous allons aborder l'énergie en toute chose, et je vous en parle assez régulièrement dans ce podcast. Alors vous allez voir à quel point l'énergie du sol, l'énergie des lieux, même l'énergie de l'organisation de nos habitations, elle peut jouer un rôle important dans notre énergie personnelle. Je vous remercie pour votre écoute, et si vous souhaitez contacter Serge, évidemment comme d'habitude, je mettrai ses coordonnées dans le détail de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une très belle écoute. Alors Serge, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Sans plus attendre, je te laisse te présenter. Alors oui, bonjour Xavier, je m'appelle Serge Kerveillant, je suis originaire du Sud Finistère, plus précisément du Pays Bigoudin, un endroit où j'ai grandi et d'où toute ma famille est issue aussi, plus particulièrement d'un milieu agricole. Donc j'ai grandi dans la nature et j'ai ensuite suivi un parcours assez classique avec des études supérieures à la fois dans le domaine technique et puis ensuite dans le domaine du marketing industriel et du commerce international. J'y ai pris beaucoup de plaisir, et puis après, des événements de la vie, notamment au plan familial, m'ont amené à reconsidérer ma carrière pour donner une priorité davantage à ma famille, donc, et notamment à ma famille proche, à mes enfants et à mon épouse, mais aussi à mes parents qui ont rencontré l'un après l'autre des ennuis de santé et qui ont fait que j'ai fait le choix de leur donner cette priorité et de m'adapter à un environnement professionnel dans lequel j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place. Donc je m'y suis adapté pendant un certain nombre d'années jusqu'à ce que... Mais j'étais finalement coincé géographiquement parce que j'avais beaucoup de contraintes et c'était du coup une forme de sacrifice professionnel pour être disponible sur le plan familial. Et du coup, comment est-ce que on devient, comment est-ce que tu deviens géobiologue et puis toutes les activités qui sont les tiennes, qui en découlent et dont tu vas me parler tout à l'heure? Eh bien oui, il se trouve que finalement, en fin de parcours, dans la dernière entreprise où j'étais, ça s'est terminé par un moment très compliqué qui m'a amené à avoir ce qu'on appelle la traversée du désert ou la nuit noire de l'âme. Et cet épisode qui était très douloureux m'a amené finalement à me reconnecter à des choses que la rationalité suffisait pas à expliquer en fait. Donc j'ai été au contact de situations très très particulières et qui m'ont ouvert une conscience sur d'autres choses. J'ai toujours su que depuis tout petit j'avais du magnétisme dans les mains, j'avais des intuitions très fortes sur certaines choses, sur certains ressentis dans certains lieux, mais ces univers entre guillemets parallèles étaient plutôt des choses qui étaient de nature à me faire peur. Donc je voulais pas y aller, mais les circonstances de cette période douloureuse m'y ont un peu forcé et m'ont mis au contact de différentes choses que les thérapeutes classiques ne pouvaient pas solutionner ou m'aider. Donc c'était vraiment une traversée à faire tout seul. Et du coup, petit à petit, j'étais en recherche de reconversion pour revenir sur le marché du travail. Et je me suis aperçu au fur et à mesure du temps, malgré toutes les tentatives que j'ai pu faire, que me contorsionner pour rentrer dans un moule qui était à chaque fois pas le mien, et ça se soldait par des échecs systématiques.
Et, euh, et donc, les choses ont commencé à s'ouvrir pour moi à partir du moment où j'ai accepté d'aller plus loin et d'aller découvrir ces parts un peu enfouies chez moi depuis très très longtemps et d'aller vers ce qui m'animait, me faisait plaisir. Voilà. D'accord. Et pourquoi la géobiologie en particulier? Enfin, parce que tu aurais pu simplement, entre guillemets, même si c'est déjà pas mal, te contenter d'être magnétiseur, parce que tu avais ça en toi. Pourquoi la géobiologie? Ben, en fait, j'ai toujours essayé de trouver un fil conducteur à ce qu'avait pu être mon parcours avant, parce qu'en fait, cette phase-là m'a beaucoup questionné. Et j'ai lu énormément de choses en termes de développement personnel. J'ai été creusé sur différents angles. J'ai compris ce qu'étaient les entités, un certain nombre de choses. Et je suis arrivé à la géobiologie un peu à reculons, mais en fait, j'y suis allé en commençant par le feng shui. Parce qu'en fait, l'interaction entre les espaces et les hommes, entre l'architecture et les hommes, ça m'intéressait beaucoup et ça faisait un peu sens par rapport à ce qu'étaient mes centres d'intérêt, mais aussi par rapport à ce qu'avait été mon métier par le passé. Parce que là où je prenais plaisir dans mes activités professionnelles, quand bien même elles étaient dans un domaine industriel, c'était de trouver du sens dans l'implantation des choses au sein des usines pour faciliter les flux, apporter de la sécurité, ce genre de choses. Et donc c'est finalement le feng shui qui m'y a amené. Et au fur et à mesure de m'intéresser à ce qui se passait dans les interactions qui pouvaient exister entre les hommes et l'endroit où ils vivaient, eh ben, je suis allé de plus en plus loin et c'est là que finalement la géobiologie est arrivée de manière assez évidente. Mais j'y allais un petit peu à reculons euh, parce que j'étais enfin, toujours pris par beaucoup d'effets très rationnels et voilà, une volonté de garder quand même les pieds sur terre. Et puis, bon, Alors, on va reparler du feng shui juste après, mais avant, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur la géobiologie. C'est pas un thème dont j'ai encore parlé sur ce podcast. J'attendais d'avoir le bon interlocuteur pour le faire. Est-ce que tu peux nous expliquer assez simplement ce qu'est la géobiologie? ben, la géobiologie, c'est un ensemble de connaissances qui traitent des effets potentiels que l'environnement peut avoir sur le vivant. De manière Hmm. plus classique, il s'agit des effets que la Terre, par son rayonnement électromagnétique, parce qu'elle comporte dans son sous-sol, peut générer comme effet positif ou perturbateur sur le vivant qui se trouve à sa surface. Aujourd'hui, cette discipline s'élargit à d'autres champs de compréhension, puisqu'elle s'intéresse aussi aux effets perturbateurs que la technologie peut avoir sur le vivant, puisqu'en fait il s'agit aussi de rayonnements électromagnétiques, mais qui sont d'une autre nature que celle du champ terrestre. Et quand on commence à s'intéresser à cette discipline-là, eh bien, on s'intéresse finalement à certains lieux particuliers qui disposent d'un taux vibratoire soit exceptionnellement haut, ce que recherchaient les maîtres bâtisseurs quand ils construisaient des cathédrales et des temples et d'autres lieux de culte particuliers sur des endroits qui avaient des taux vibratoires particulièrement élevés, avec des propriétés on va dire, propice aux vivants et au bien-être des humains. Mais inversement, il existe aussi des endroits qui ont un taux vibratoire plus faible, puisqu'ils sont perturbés par ce qu'on peut trouver notamment dans le sous-sol, et qui ont des taux vibratoires qui sont de nature finalement à affaiblir notre vitalité. Et en fait, à partir du moment où on considère qu'il y a des endroits comme ça qui peuvent nous affaiblir ou affaiblir notre champ vital, eh bien, on va rentrer dans tous les champs de compréhension qui peuvent être périphériques à ça. Et il peut y avoir notamment donc, les effets telluriques, donc tout ce qui peut se passer au niveau du sous-sol, le rayonnement électromagnétique terrestre dont on vient de parler, la présence de cours d'eau souterrains qui peuvent aussi perturber le vivant, des effets comme les vortex, comme les cheminées cosmotelluriques, un certain nombre d'éléments comme ça qui existent dans la nature, mais dont l'homme a perdu un peu le contact dans ses ressentis.
Il y a d'autres effets, on a la technologie dont on vient de parler, et puis il peut y avoir des effets, ce qu'on appelle plus subtils, c'est-à-dire la mémoire des murs qui peut être engrammée dans certains vieux bâtiments qui ont connu des énergies qui se sont chargées précisément à certains lieux, suite à des phénomènes de guerre ou même de manière plus récente, des gens qui ont des mœurs ou beaucoup de violence dans leur lieu de vie et qui finalement transmettent une maison dont on peut ressentir encore voilà, des effets qui sont présents. Et puis, le dernier point, qui est aussi connexe à tout ça, c'est la présence d'entités ou d'âmes errantes qui peuvent rester dans certains lieux et qui peuvent perturber la vie de ceux qui vivent dans ces endroits. Voilà. Ouais. Tu parles des bâtisseurs, c'est hyper intéressant, mais du coup, ça me questionne sur le fait que en fait, c'est comme une source qui s'est perdue finalement. Bah, je pense qu'elle s'est perdue, oui et non, puisqu'en fait aujourd'hui, si on est en mesure d'en parler aujourd'hui, c'est que finalement elle s'est transmise. J'irais pas dire que c'est un savoir qui a été occulté, mais presque quand même, puisqu'en fait, est-ce qu'il a été confisqué par certaines personnes ou est-ce que finalement ça a été simplement mis de côté, puisqu'en fait, ce qui a prévalu à tout ça, c'est très très ancien, parce qu'avant que les maîtres bâtisseurs n'exercent sur les lieux où ils ont édifié certains bâtiments très particuliers, il y avait déjà souvent des traces de lieux de culte antérieurs et qui fait que déjà l'être humain, au même titre que les animaux et autres, était déjà sensible à ces ressentis et savait détecter ça. Et en fait, la manière de les percevoir faisait appel à la radiesthésie Ouais. et à ce genre de choses que la science finalement a eu tendance à vouloir écarter. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, en tant que géobiologue, quand tu vas chez des personnes qui font appel à toi, grosso modo, comment ça se passe? Quel est ton protocole? J'imagine qu'il y a un protocole. Bah, disons que moi, je me suis formé à plusieurs endroits en termes de géobiologie et je continue à le faire parce qu'en fait, d'une part, c'est passionnant et j'ai l'humilité de dire que enfin, je connais pas tout et il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Mais le protocole que je me suis mis en place, moi, il consiste dans un premier temps à beaucoup d'écoute et de compréhension de ce qui se passe dans la vie des gens et qui fait qu'ils peuvent être amenés à s'intéresser à l'intervention d'un géobiologue comme moi. Et ce que je vais commencer à faire dans un premier temps, une fois que j'ai compris un peu ce qui les perturbait, c'est de travailler sur les trois plans, c'est-à-dire le plan tellurique, le plan technologique et le plan subtil. Je vais travailler sur les trois domaines. La première étape va consister pour moi à faire un travail à distance par le biais de la radiesthésie pour essayer d'identifier dans un premier temps le taux vibratoire du lieu et à partir de ce moment-là, si il n'est pas dans une situation à minima neutre pour le vivant, c'est d'identifier en fait tous les éléments qui viennent le dégrader par rapport à une situation normale. Et je vais agir, enfin je vais dans un premier temps faire un diagnostic, un travail de diagnostic pour identifier tous les éléments qui peuvent entacher ce taux vibratoire dégradé, à savoir la présence de cours d'eau souterrains. Je vais même les tracer sur un plan pour pouvoir, après, en arrivant sur site, le présenter aux gens qui font appel à moi. Présence du cours d'eau souterrain et identifier les réseaux Hartmann, les réseaux Curie, le grand diagonal, en fait tous les réseaux telluriques qui caractérisent le rayonnement électromagnétique terrestre hein, et qui peuvent être des points pathogènes dans l'habitat. Une fois que j'aurai identifié tous les éléments, il peut y avoir aussi des cheminées cosmothéoriques, il peut y avoir d'autres... Je dresse in fine toute la liste des choses que je détecte sur le lieu et ça va jusqu'à la présence ou non d'entités ou d'autres phénomènes et je vise après à restaurer un taux vibratoire particulier optimal pour le lieu, pour que le lieu de vie devienne un lieu ressource. Une fois que j'arrive sur les lieux, je présente en fait tout mon travail aux
clients qui font appel à moi. Et je profite de leur présence pour leur montrer, faire un double contrôle en quelque sorte, de détection sur place de ce que j'ai pu détecter à distance. Ça permet d'associer en fait les clients à la démarche, puisqu'en fait il s'agit de leur lieu de vie, c'est pas le mien. Et je ne m'autoriserai pas à intervenir pour corriger ces effets néfastes sans qu'ils soient présents. Voilà, j'y tiens. Ok, tu parlais de mémoire de lieu. On comprend bien le principe de donc s'il y a eu des événements heureux ou malheureux à l'inverse dans un lieu, bah, quelque part le lieu se charge de cette mémoire ou les meubles du lieu, j'imagine. Euh, mais j'imagine qu'il y a toujours une mémoire dans un lieu. Il y a toujours quelque part, à moins qu'on vienne de faire construire et que l'habitation elle est très récente, il va toujours y avoir une certaine mémoire. Euh, Comment tu perçois ça et comment tu expliques ça à des gens qui sont pas forcément ouverts sur le sujet? Eh bien, en fait, tout le travail au départ d'échange avec les gens chez qui j'interviens est intéressant aussi à ce niveau-là pour savoir quel est leur degré d'ouverture de conscience sur ces questions-là. Mais finalement, moi, la seule chose qui m'anime, c'est le résultat final. C'est-à-dire que on part d'une situation où ils ressentent un mal-être. La seule chose qui m'anime, moi, c'est qu'à la fin, ça aille mieux. Je viens pas là pour raconter des histoires ou pour essayer de donner une importance déraisonnable à ce que je suis en train de faire, mais je fais un travail de diagnostic à l'aide de techniques de radiesthésie, d'intuition et autres à distance, mais quand j'arrive sur place, je peux effectivement réutiliser les mêmes outils de radiesthésie qui permettent là d'avoir un effet de démonstration auprès des gens de ce que je peux détecter. Mais il se trouve que c'est complété sur place aussi par des ressentis corporels que moi je ressens. Et ça, pour moi, cette espèce de double contrôle, c'est très important. Et pour l'expliquer aux gens, moi je pense qu'on peut amener ça avec des choses très simples. C'est-à-dire que même dans un bâtiment récent, on peut trouver des mémoires. Alors, le terme mémoire des murs est un peu un terme généraliste, mais en fait, on peut retrouver des mémoires, pas seulement dans les murs, c'est le cas de l'habitat ancien souvent, mais on peut les retrouver aussi dans des meubles chargés, par exemple. C'est ce qui fait que si vous êtes amateur de brocante ou autre, on peut ramener des choses ou avoir des masques africains ou des choses dans son habitat qui sont avec au-delà de l'aspect esthétique, ils portent une charge et une dimension qui peut interférer avec le vivant. Et moi, je les ressens physiquement. Et donc, à partir de ce moment-là, au même titre que je peux ressentir la présence d'une cheminée cosmotellurique, ou bien je peux ressentir physiquement, j'ai des ressentis corporels qui, au fur et à mesure de ce que je démontre sur le site auprès des clients, de ce que je trouve chez eux, moi, je rentre en interaction avec tous ces phénomènes de manière de plus en plus intense et il arrive un moment, après, il faut agir pour corriger tout ça, quoi. Justement, donc tu vas agir, tu vas magnétiser les lieux, j'imagine. Est-ce qu'il y a des éléments de géobiologie qu'on ne peut pas corriger? Ou est-ce que on peut tout corriger? Moi, jusqu'à présent, enfin, j'ai réussi à intervenir sur tout ce que j'avais trouvé. Donc, l'idée, c'est de ne pas faire peur aux gens non plus en fonction de... Et je m'assure toujours que j'ai la capacité de faire de faire l'intervention. Jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à solder tout ce que j'arrivais à détecter. Après, après, il y a des phénomènes qui relèvent de la technologie, sur lesquels on peut apporter du conseil. On peut identifier par exemple des lignes de tension et des choses comme ça, mais il arrive un moment, si on travaille sur la personne et sur la bioénergie de ce qu'on retrouve dans le lieu, on ne va pas pouvoir non plus tout régler si on ne met pas des moyens techniques à un moment donné pour pouvoir contrer les effets de la technologie. Il arrive un moment, sur cette partie-là, il y a une phase de préconisation, de conseil, voilà, une forme d'hygiène électromagnétique qu'il convient aussi d'évoquer.
Mais la limite, elle est là. Mais sur les phénomènes naturels, moi, je n'utilise dans mes pratiques aucun gris-gris ni aucun objet particulier. Ça ne veut pas dire que ceux qui les utilisent ne sont pas efficaces et je porte aucun jugement sur les autres, hein, mais c'est pas ma pratique en fait. Moi, je suis plutôt adepte de quelque chose de très naturel, de très ancien. Et il se trouve que quand la mesure du taux vibratoire que je retrouve à l'issue de mon intervention atteste que le résultat est atteint. Mais la seule vérité qui compte pour moi, c'est ce que ressentent les gens. Et justement, quand tu interviens comme ça pour corriger une situation, est-ce que ça débloque immédiatement la situation ou est-ce que c'est plus un travail qui se fait dans la durée? Bah, pour moi, c'est quasi immédiat. Pour traiter en fait toutes les nocivités, l'effet est immédiat. Après, pour que le lieu monte en vibration, pour que son taux vibratoire soit optimisé, ça peut prendre un peu de temps. Mais pour traiter les nocivités, c'est quasi immédiat. Et d'ailleurs, même, il peut se passer des fois des phénomènes pendant l'intervention où les gens ressentent un effet de libération corporellement aussi. Mais ça dépend du degré de sensibilité de chacun. Il y a des gens qui ne ressentent rien, mais pour autant, le fait d'avoir agi de manière préventive, même s'ils ne le ressentent pas parce qu'ils ne sont pas forcément suffisamment à l'écoute de leur propre ressenti, et puis on n'est pas tous égaux sur le sujet, malgré tout, je pense que, enfin, je suis même sûr que de manière préventive, ça leur bénéficie tout autant. Et alors, comment cette activité de géobiologie, elle s'articule avec ton autre activité, tu nous en parlais tout à l'heure, le Feng Shui? Eh bien, en fait, on peut considérer que la géobiologie consiste à mettre les personnes dans une situation saine. Donc, il y a un rôle préventif et il y a le fait d'évoluer dans un environnement sain. Ce que les animaux arrivent à détecter en se plaçant à certains endroits, des plantes arrivent à mieux croître dans certains endroits que dans d'autres, etc. Et bah pour nous, c'est pareil. Le Feng Shui, il amène un regard, à mon avis, très complémentaire, puisqu'en fait, c'est une discipline qui est très très ancienne, hein, ça remonte à plus de 4000 ans, et c'était l'observation que les Chinois faisaient de leur environnement extérieur, qui traite aussi d'énergie, et plus particulièrement de la circulation de l'énergie en toute chose. En fait, c'est une discipline qui est une émanation de la médecine traditionnelle chinoise, donc elle est en lien avec la philosophie taoïste également, le yin, le yang, les différentes polarités et le fait de se dire que on appartient à un tout. Et donc, elle va s'intéresser en particulier à la circulation de l'énergie en toute chose, en nous, mais aussi dans l'univers qui nous entoure. Et elle va aussi considérer du coup notre environnement extérieur, les matériaux principaux qui sont autour de nous, l'énergie et la manière dont elle circule dans chaque matériau. Et à partir de ce moment-là, on va dire le Feng Shui, enfin, on ne peut pas dire le Feng Shui, puisqu'en fait il y a plusieurs écoles de Feng Shui. Il y a l'école de la forme, il y a l'école Bazaï, il y a plusieurs grilles de lecture en fin de compte qui sont autant d'enseignements du Feng Shui. Et en fait, la superposition de toutes ces grilles de lecture va nous donner en fait un décodage intéressant de ce qu'un lieu peut raconter. Et c'est l'accumulation de toutes ces connaissances-là qui a prévalu notamment à l'édification des temples impériaux chinois, où l'idée était de s'intéresser à mettre l'empereur dans les meilleures dispositions pour que son règne soit le plus pérenne et faste possible pour lui et pour son peuple. Voilà. D'accord. Et donc, en s'intéressant à la manière dont l'énergie de l'eau circule, de ce qu'elle apporte, l'énergie du bois est une énergie différente, l'énergie de la terre, l'énergie du feu. Voilà, il y a 5 éléments qui, de manière équilibrée comme ça, vont agir aussi sur le bien-être des occupants d'un lieu. Et
on va rentrer dans une espèce d'analogie entre l'architecture du lieu dans lequel on réside et nous, en tant qu'habitants. Et il y a un effet miroir qui va devenir très intéressant à partir de ce moment-là, ce que dans l'approche chinoise, on va considérer comme un effet miroir, comme je viens de le dire, mais ma maison est mon corps en quelque sorte. C'est-à-dire que l'énergie qui circule dans la maison va raconter certaines choses, mais qu'on va retrouver aussi en nous. Donc on a tous individuellement notamment des directions, des espaces qui nous sont plus favorables que d'autres, et on va regarder par un effet miroir comment ça se situe dans la maison. Et à partir de ce moment-là, cet effet miroir va nous donner déjà un certain nombre d'indications de voir comment les gens vivent dans leur maison, mais aussi va donner des indications sur leurs difficultés, sur leurs blocages. Et l'architecture du lieu va raconter un certain nombre d'éléments intéressants. Si la maison, par exemple, dispose d'extensions, ou au contraire d'escaliers, ou de manques, parce qu'elle n'aura pas une architecture homogène, eh bien, ça va déjà traduire peut-être potentiellement des difficultés dans tel domaine, s'il s'agit par exemple d'une caractéristique où l'énergie est bloquée dans un secteur qui serait associé à celui de la connaissance, ou au contraire à celui des projets, ou à celui de la santé, voilà, eh bien, ça va rentrer en résonance avec ce que les occupants du lieu peuvent vivre. Et ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, quand on décrypte de manière assez fine la configuration d'un lieu de vie, eh bien, ça raconte souvent des choses que les gens qui y vivent ont déjà exprimées. D'accord. Donc, si je comprends bien, l'idée du Feng Shui, c'est quelque part d'harmoniser l'espace et la circulation d'énergie pour que ça puisse correspondre au mieux à l'énergie de ses habitants. C'est ça? Alors c'est ça, puisqu'en fait, quand on fait appel, on a tous, il n'y a pas de maison Feng Shui qui soit parfaite, hein, ça n'existe pas plus qu'il n'existe d'homme parfait. Et en fait, la maison, la manière dont elle est investie, elle est guidée par des choix techniques, hein, où se trouvent les prises, où est-ce que... voilà. Mais inconsciemment, on va positionner nos mobiliers, on va faire des choix de couleurs, on va faire des choix même d'endroits où on veut vivre, qui inconsciemment vont raconter quelque chose. Et on a tous des choses à traverser dans nos vies, à faire évoluer. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que le Feng Shui soit une recette miracle pour régler tous les problèmes d'un coup. Mais disons que ça a déjà un premier effet intéressant, c'est la prise de conscience de certains blocages qui peuvent être là, dont on n'avait pas forcément la pleine mesure avant. Cette première prise de conscience est déjà intéressante dans une réflexion personnelle sur un chemin de vie et sur des choses qu'on doit dépasser. Mais après, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est ce qui peut se passer comme évolution ou comme angle de vue différent que ça peut proposer quand on redispose le mobilier autrement ou quand on investit le lieu autrement. Et moi, j'ai pu, à titre personnel, en faire l'expérience au moment où je me suis formé au Feng Shui, où j'étais, comme je l'évoquais en préalable tout à l'heure, dans une forme de schéma répétitif à essayer de reprendre pied professionnellement dans tel ou tel secteur. Et à partir du moment où j'ai pris conscience, grâce au Feng Shui, de ce que ma maison et notamment l'endroit où situait mon bureau, comment il était agencé, m'évoquait, eh bien, ça m'a amené à changer d'orientation à mon bureau, à le réorganiser différemment. Et non seulement ça m'a expliqué beaucoup de choses, mais à partir du moment où j'ai opéré quelques changements, j'ai regardé la vie et ça m'a ouvert d'autres perspectives au sens propre comme au sens figuré. Voilà. Alors, du coup, je comprends qu'il n'y a pas de Feng Shui parfait parce que finalement, ça s'adapte à chaque situation. Quand même, est-ce qu'il y a des points clés de type, je sais pas, des choses à éviter qui sont évidentes sous l'angle Feng Shui et des pièges dans lesquels on a tendance facilement à tomber quand on organise sa maison? Il y a des constantes qui
qui serait quand même de préconiser, par exemple, d'avoir un canapé qui ne fasse pas dos à la porte, par exemple, ou un siège de bureau qui fasse pas dos à une porte, ne serait-ce que pour avoir une maîtrise du territoire qu'on occupe. Euh, Ça peut être dans ça, c'est un peu comme à l'image d'une chaise où on a un dossier sur lequel on a besoin de s'appuyer pour être en confiance, d'avoir un accoudoir à droite, un accoudoir à gauche sur lesquels aussi on va pouvoir compter pour pouvoir donner lieu à ce qu'on veut projeter devant soi. Et bien la disposition d'une pièce, on va essayer de retrouver de manière assez classique, d'avoir plutôt un canapé qui soit adossé à un mur et qui a quelque chose qui est très très ouvert devant lui pour pouvoir justement avoir de quoi se projeter directement devant soi et pas seulement placer le canapé en fonction de où se trouve la télévision. Et donc là, ça peut aussi donner une indication de la place que la télé prend dans l'habitat au détriment du bien-être des gens. Mais bon, ça c'est autre chose, mais il y a ce genre de constante qui peut être intéressant. Et puis après, d'une maison à une autre, on va s'intéresser en fonction des caractéristiques de chaque occupant du lieu, de savoir comment positionner le lit, par exemple. Oui, justement, j'allais t'en parler parce que le lit, c'est un vrai sujet, notamment le sommeil, la qualité du sommeil. Est-ce qu'il y a des recettes miracles à suivre pour la qualité du sommeil? La qualité du sommeil, elle va déjà être perturbée soit par des effets qui sont en lien avec la géobiologie, c'est-à-dire la nature du sous-sol, si on dort au-dessus d'une veine d'eau souterraine ou s'il y a des nœuds Hartmann ou une cheminée cosmotellurique à ce genre d'endroit, ça va avoir la propension de développer soit des pathologies parce qu'on reste longtemps à un même endroit, soit développer même des cauchemars ou un certain nombre de choses qui vont être complexes en lien avec ça. Mais le Feng Shui va donner des éléments intéressants en complément puisqu'en fait, nous avons tous individuellement, et ce ne sont pas les mêmes directions pour chacun, mais des directions qui nous sont fastes et d'autres qui nous sont moins favorables. Et donc, on va essayer de faire en sorte d'orienter la tête de lit ou de placer le lit dans un secteur qui est favorable à l'occupant du lieu, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, pour une personne, il peut y avoir une direction qui soit favorable et qui soit à l'est. Donc on va essayer de faire en sorte que sa tête de lit soit orientée à l'est. Si c'est pas possible, eh bien ce sera d'essayer de rechercher peut-être une chambre qui serait plutôt placée à l'est de la maison. Ah oui, d'accord. Oui, parce que j'allais te dire, est-ce qu'il faut faire chambre à part si jamais on a tous les deux avec sa femme des directions opposées, comment on fait, quoi? Eh bien, en fait, c'est une affaire de compromis. C'est-à-dire que si une personne, si je reprends l'exemple d'une orientation favorable à l'est, eh bien, si dans le couple les directions ne sont pas les mêmes, eh bien, il y a une personne dont on va essayer de chercher à ce qu'elle occupe un secteur favorable, quand pour l'autre, elle aura la direction qui lui sera favorable. Et c'est de faire en sorte de trouver par des effets de compromis comme ça, des choses qui au moins ne placent pas les gens dans des situations difficiles. Et ça atteste aussi par cette question le fait qu'une même maison peut être très très bien vécue par une personne dans le couple et pas par l'autre. Et ce qui peut aussi générer des tensions, puisqu'en fait, il y a une personne qui va dire moi je m'y sens pas bien, je veux à tout prix déménager, puis l'autre qui comprend pas pourquoi parce qu'il s'est senti très bien. Donc c'est aussi intéressant, et l'idée c'est en prenant en compte tous ces éléments-là de recréer un peu plus d'harmonie dans les lieux de vie aussi. Donc là aussi, pour le Feng Shui, tu arrives sur place, parce que j'imagine que tout ça se fait sur place. Tu vas faire une sorte d'analyse et puis tu vas donner quoi, un bilan, je sais pas, un état des lieux de ce que tu as pu percevoir et des recommandations. Ouais, alors pour le Feng Shui, ça prend un peu plus de temps, puisqu'en fait, je vais reprendre les dimensions exactes du lieu, de l'appartement ou de la maison, l'emplacement du mobilier actuel. Je vais prendre aussi l'information de l'année de construction de la maison. Je vais prendre également les orientations de la maison, donc ces orientations cardinales, donc
où se trouve la porte d'entrée, etc. Et puis, en fait, l'orientation de la façade de la maison. Enfin, un certain nombre d'éléments comme ça, très techniques, et qui doivent être quand même très précis. Et après, je vais compléter aussi tout ça par un travail de relevé visuel et de ressenti aussi pour permettre d'affiner les choses avec un décodage bah, plus intuitif et de ce que les éléments de décoration peuvent aussi raconter. Inconsciemment, la même décoration, placée à un endroit, elle peut raconter des choses, placée à un autre endroit, elle peut raconter aussi autre chose. Ouais, donc finalement, je comprends que dans cette activité, il y a un subtil mélange, comme pour la géobiologie, de choses très, comment dire, presque scientifiques, c'est-à-dire que tu vas aller des relevés, des choses techniques, comme tu disais, et en même temps d'une part de ressenti assez importante qui vient confirmer ou infirmer les éléments que tu as pu noter, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que ici, dans le domaine du Feng Shui, c'est un peu le même protocole, c'est-à-dire qu'il y a un temps d'échange quand même qui est nécessaire avec les gens. Bon, souvent, comme les activités peuvent être combinées, bah, on en profite à la même occasion, mais ce qui est important dans cette approche-là, pour faire parler les lieux, c'est de s'assurer quand même qu'on reste dans une forme de neutralité. C'est-à-dire que moi, je veille quand même beaucoup à ce que toutes les connaissances du Feng Shui appliquées sur le plan, une fois que j'ai relevé toutes les dimensions, que j'ai pris les orientations, etc., etc., que j'ai pris les éléments caractéristiques des personnes qui y vivent, en fait, c'est vraiment de faire un travail très objectif et très neutre, de voir ce que le lieu raconte. Et à partir de ce moment-là, je vais aller m'intéresser de manière un peu plus fine en fonction des éléments de décoration que j'ai pu déceler à l'intérieur, des matériaux, pourquoi tel objet est placé là, qu'est-ce que ça raconte, etc. Ça va venir enrichir en fait la perception de ce que le travail sur plan aura déjà décelé. Ouais. Et de là va pouvoir se dégager quand même des correspondances entre les difficultés que les gens peuvent exprimer et ce que le plan peut révéler. Et je trouve qu'à partir de ce moment-là, eh bien c'est assez troublant de voir quand même qu'il y a des choses que le plan exprime et qui est directement en lien avec ce que les gens ressentent. Et c'est là où ça va devenir vraiment intéressant, puisque en faisant après un travail de réagencement intérieur, c'est-à-dire qu'avec le même mobilier, mais placé à d'autres endroits, ou une occupation des lieux qui peut se faire différemment, eh bien, il peut se passer quand même des choses qui sont intéressantes. C'est un peu l'effet miroir, précisément, où c'est des fois plus facile de déplacer du mobilier, encore que c'est pas toujours si simple, parce qu'il y a des résistances, précisément, qui se mettent en place. Mais ouais, c'est assez étonnant. Ok, donc tu nous l'as dit, tu es en Bretagne, et on a bien compris que cette activité pour toi, elle est vraiment, enfin c'est vraiment important d'être sur place, en tout cas d'avoir une partie de l'activité qui se passe sur place. Quel est ton terrain de jeu pour les personnes qui potentiellement seraient intéressées par ce que tu proposes, jusqu'où tu interviens? Eh bien, en fait, habitant à la pointe bretonne, aller vers l'ouest C'est limiterait mon compliqué. développement rapidement. Donc j'ai fait le choix. J'ai fait le choix de me déplacer un peu partout en France, et ça s'est fait aussi parce que par mon réseau, j'ai été amené à me déplacer beaucoup dans l'est de la France. Et je trouve que d'une région à l'autre, tout le monde, enfin toutes les régions montrent des caractéristiques de l'habitat qui sont différentes. Il y a eu des terres qui ont été occupées, il y a eu des terres de conflit, il y a un rapport au climat qui a amené à des constructions qui sont différentes. Et ça m'intéresse, moi aussi, de me confronter justement à des visions de l'habitat et à des choses qui sont différentes, parce que ça m'enrichit aussi dans mes connaissances et dans mes ressentis. Donc, ça fait beaucoup de déplacements, mais moi, ça m'apporte beaucoup aussi. Voilà.
Serge, je vais te remercier vraiment infiniment pour toutes ces explications extrêmement passionnantes. Je t'en Euh, prie. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais te demander si sur ce domaine-là spécifique de la géobiologie ou du feng shui, tu as des références de livres à conseiller aux personnes qui pourraient s'intéresser au sujet. Eh bien, oui et non. Disons que dans le domaine du feng shui, par exemple, j'ai cherché beaucoup d'ouvrages, mais à titre personnel, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ces livres-là. Euh, alors, aujourd'hui que je suis formé à ce domaine-là, ça m'arrive de temps en temps d'aller prendre quelques livres pour aller creuser certains sujets un peu plus précis, mais, euh, mais j'avais beaucoup de mal à rentrer dedans comme ce sont plusieurs écoles de Feng Shui qui se superposent, moi je me suis formé à un endroit qui visait à être en accord avec une forme de spiritualité et à ce que le Feng Shui soit adapté à notre monde moderne. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas très adepte des symboles chinois qu'on met dans la décoration et autres. C'est-à-dire que, enfin, moi, je suis plutôt adepte d'un environnement dans le contemporain qui est adapté à notre monde occidental. Et voilà, j'ai rarement trouvé dans le Feng Shui, dans les ouvrages qui traitent de Feng Shui, euh, quelque chose qui me satisfasse vraiment à ce niveau-là, ou alors on pouvait rapidement tomber dans l'écueil de, allez, de lecture trop facile ou qui serait à la limite de la superstition. Voilà, c'est-à-dire on met tel objet à tel endroit et il va se passer telle chose la semaine suivante. Non, enfin, j'avais beaucoup de mal. En revanche, dans la géobiologie, il y a beaucoup de choses qui sont très très intéressantes. La question après, c'est de savoir jusqu'où on veut aller. Est-ce qu'on va jusqu'à une dimension spirituelle ou est-ce qu'on reste dans quelque chose qui est très technique sur les réseaux et autres. Et moi, en termes d'ouvrage, j'ai bien aimé l'approche d'une personne qui s'appelle Stéphane Cardino et qui a écrit des choses dans lesquelles je me suis bien nourri. Ouais. Il a fait plusieurs ouvrages et qui traitent notamment de bioénergie. Voilà, cette approche-là m'a beaucoup intéressé. Ok, merci pour ces références. Je vais terminer cet épisode comme je le fais toujours en te demandant quel serait ton conseil pour les personnes qui s'ouvrent à ce monde spirituel, qui s'éveillent en quelque sorte. Comment est-ce que on aborde ce chemin? En tout cas, quel conseil tu peux leur donner pour aborder ce chemin-là? Moi, je pense qu'il faut. Je suis plutôt content que ça me soit arrivé tardivement. Euh, Et je dirais que dans mon cas, enfin, cette période très très douloureuse là que j'ai connue et qui m'a reconnecté finalement au monde spirituel, euh, elle m'a obligé à aller enfin, vraiment en profondeur et aller à la rencontre de soi-même, hein. Et, euh, et je pense qu'il faut quand même faire preuve de discernement et de pas utiliser la spiritualité. Enfin, pour moi, c'est important vraiment d'être connecté quand même à des valeurs sources qui soient saines, quand même. Parce que le danger aujourd'hui, ce serait de vouloir utiliser une forme de mouvance pour aller se prendre pour un magicien et aller faire des recettes miracles. Quand on exerce la géobiologie, on est confronté à des énergies qui sont pas toujours très 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 agréables et on va dire ça comme ça. Et donc il est important quand même d'avoir une spiritualité qui soit claire. Moi, c'est pas parce que je parle de Feng Shui et que je suis en lien avec des connaissances qui sont orientales que je me connecte pas finalement plus avec une dimension spirituelle qui est plus la mienne et qui est celle émanant de la chrétienté et voilà. Ok, le fameux discernement. Très bien, encore merci à toi pour ce partage Merci à toi. et merci à vous tous, chers auditeurs fidèles, pour votre écoute. À bientôt.